Les vraies voix, Frédéric Brindel. Le premier débat, 17h30. Nous vous attendons, les auditeurs de Sud Radio. La petite consultation, à chaque fois vous répondez oui ou non sur le compte Twitter ou compte Facebook. Donald Trump a-t-il été un président dictateur en ce jour où l'ancien président a fait l'objet d'une perquisition? Alors bon, ça s'est passé précisément donc lundi avec le décalage horaire dans sa résidence en Floride. Il n'aurait pas remis tous les documents. La justice en pareil cas, et c'est la loi aux États-Unis, peut engager des poursuites. Alors, est-ce un signe de plus que ce monsieur Trump était un peu dictateur? Nous posons la question. Vu d'ailleurs le film sur la vie de James Bond, c'est magnifique. Olivier d'Artigol, ancien porte-parole du Parti communiste et conseiller municipal de Pau, est avec nous pour les vraies voix, tout comme Philippe Charlez, expert en questions énergétiques et auteur de l'Utopie de la croissance verte, et Alaou Kili, journaliste Sud Radio. Nous avons besoin, comme pour chaque grand débat, d'un grand témoin, et nous en avons un, historien et politologue à l'American University of Paris, et ça c'est avec mon accent Frenchy. Je le dis, mon cher Olivier, avant que vous ne vous moquiez. Nous recevons Stephen Ekovich. Le prononce bien. Is it the good pronunciation? Très bien. Bravo. Very good. Merci. Thank you. Alors, nous allons reposer un peu le principe de ce débat qui arrive en pleine actualité. Le FBI veut retrouver des archives que Donald Trump n'aurait pas dû conserver après son départ de la Maison-Blanche. Il est déjà visé par plusieurs enquêtes judiciaires, notamment dans le cadre de l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2020. Il est soupçonné d'avoir voulu truquer l'élection présidentielle de 2019. Sa résidence à Mar-a-Lago a donc été perquisitionnée. Donald Trump se dit victime d'une perquisition politique. Alors, cher Stephen Ekovich, est-ce que Donald Trump est arrivé au bout d'un système? Est-ce que finalement, quand il a eu le pouvoir, on va dire, les cadres de la démocratie historique américaine lui ont empêché d'aller plus loin, ou pas déjà? Déjà, on peut voir quand même que les institutions ont tenu. C'est vrai que Donald Trump, dans l'ensemble, peut respecter la Constitution des États-Unis, les lois fédérales, ainsi que certaines lois de certains États. Mais de dire qu'il est dictateur, c'était aller un peu loin. On peut dire qu'en effet, il a un élan autoritaire. Et pas seulement un non-respect des institutions et des lois, mais aussi des coutumes qui sont très très importantes aussi comme sous-bassement de tout système institutionnel. Tout ce qui est formel compte, mais tout ce qui est informel aussi, c'est un arrière-plan qui est absolument nécessaire dans toute démocratie. Il faut des citoyens démocratiques, des institutions, des valeurs et des coutumes démocratiques pour que la démocratie perdure. Donc on peut dire qu'en effet, dans ce contexte, son action, alors on va peut-être la rappeler, mais refus d'imaginer une défaite, insulte, mensonge, sentiment d'autorité absolue, manipulation médiatique, appel à la violence, fait du prince. Là, ce sont typiquement alors une démarche. La liste est longue. Oui. Refus d'accepter les résultats de l'élection. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit quand vous étiez en train de vous reposer à la Oukili. Donc alors. Je la garde, je ne l'oublierai pas celle-là. Merci. Donc Trump autocrate, Trump souverain. Qu'en pense Olivier d'Artigol? Et bien sûr, ça amène une question pour notre grand témoin Stephen Ekovich. On a beaucoup disserté, beaucoup analysé, décrypté ce qu'était le Trumpisme. Oui. D'une manière, Trump a fait du Trump, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit notre interlocuteur, les institutions américaines ont tenu. Est-ce qu'elles ont été secouées sur certaines séquences? Oui, très fortement.
il y a eu des zones de forte turbulence, en effet. Pour moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais en termes de ressenti, les événements du 6 janvier 2020 avec l'assaut du Capitole sont quand même des images qui restent. Terrible. Oui. Des images terribles pour cette démocratie américaine, où là, on était proche de l'abîme. Alors, peut-être ce qui est important, Steven, vous allez nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que dit Olivier d'Artigol, mais là, cet événement se passe alors que sa défaite est actée. Mais s'il y avait eu quelque chose de ce genre alors qu'il était au pouvoir, ça changeait tout. Il était au pouvoir. Il a tenté quand même de s'esquiver, de contourner les institutions avec des gros mensonges. Malheureusement, il y a eu une partie de sa base électorale qui y croit fermement, même si c'est assez clair que Donald Trump n'y croit pas. Il était averti qu'il a perdu, averti par ses plus proches qu'il a perdu cette élection, mais il continue à clamer cette mensonge parce que ça porte politiquement sur un certain secteur de sa base. Mais il faut dire que les 2 sondages récents montrent qu'il est en perte de vitesse. Il est encore en tête des candidats à l'investiture républicaine, mais il est en perte de vitesse. Il y a le gouverneur de Floride maintenant qui monte tout doucement. Il est trumpiste sans être Trump. Absolument. Et c'est exactement ce que l'establishment républicain cherche. Parce que ce qu'on a ici, c'est une lutte au sein du Parti républicain entre une base extrémiste rebelle et un establishment classique, historique, qui veut quand même gagner des élections. Et cet establishment qui est soutenu d'ailleurs par les gros donateurs. On a les gros donateurs contre une base extrémiste et radicalisée. Donc, cet establishment, vraisemblablement, commence à se dire que ce candidat Trump, c'est un candidat avarié. Hein. Oui. Mais enfin, quand même, Steven Ekovich, pour les élections de 2024, sur certains sondages, sa popularité reste intacte auprès d'une certaine base d'électeurs républicains. Juste pour vous dire que... Voilà. Donc, juste pour vous dire que les auditeurs de Sud Radio disent pour l'instant que non, il n'a pas gouverné en dictateur à 90%. C'est intéressant. Mais on va continuer le débat. Mais finalement, ça va dans le sens de ce que dit Steven Ekovich, c'est-à-dire que finalement, c'est un dictateur dans l'âme, mais il n'a pas agi en dictateur à la Oukili. Alors oui, dictateur dans l'âme qui n'aurait pas agi en dictateur. Moi, je dirais surtout que c'est un chef d'entreprise qui agit comme un chef d'entreprise bien capitaliste et ultralibéral à l'américaine, et qui a managé le pays dans des intérêts purement économiques plus que finalement, on va dire, idéologiques, philosophiquement parlant. Mais passons. Professeur, moi, je voulais surtout savoir si est-ce que je vais tenter de faire l'avocat du diable. Bon, il n'y a pas de Trumpiste, je pense, autour de ce plateau, ni à l'autre bout du fil. Donc, je vais quand même faire l'avocat du diable. Est-ce que tout est blanc de l'autre côté? Est-ce que, les midterms du 8 novembre 2022 qui se profilent et qui risquent quand même de renouveler la chambre haute et la chambre basse du Parlement américain ne sont pas également un moteur, on va dire, de ce que certains qualifient d'acharnement et d'autres d'une accélération procédurale de tout ce qui pèse sur Donald Trump aujourd'hui? Voilà. Tout est relatif ici. Voilà. Parce que Donald Trump est outrageusement un violeur, un menteur, un violeur des lois et des constitutions et un menteur. Donc, évidemment, dans tout système politique, il y en a qui voudraient bien tordre au moins légèrement la réalité pour avancer politiquement. Ça, c'est un donné qu'on peut trouver partout. Non, mais de là, il ne faut pas mettre les deux camps sur un pied d'égalité, parce que là, on est vraiment dans l'excès. Et je veux juste dire sur vos propos qui qualifie Donald Trump d'un dirigeant d'une entreprise. Il faut ajouter, c'est une nuance importante, une entreprise familiale, où il n'y a pas des actionnaires
qui sont un contre-pouvoir, hein, un contre-pouvoir. C'est exactement ça, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a placé à des postes clés sa fille Ivanka, son gendre. Donc voilà. C'est vrai que finalement, ça part d'une démarche qui a toujours été la sienne, celle d'un chef d'entreprise. C'est vraiment bien vu, moi je trouve, ce que dit Alaoukili. Et il la met finalement, cette méthode, à disposition d'un rôle qui est différent, président d'une république, et ça en devient dictatorial. Sauf qu'il y a des institutions. Alors je voudrais en parler avec un de nos auditeurs qui s'appelle Christian, qui appelle d'Anglet. Alors là, on est de mémoire dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le 64. Voilà, vous avez appelé au 0826 300 300. On est d'ailleurs, on a un palois en plateau avec Olivier d'Artigol. C'est le même département. Quel département? N'allez pas couper en deux ce département. Bayonne. C'est magnifique. On s'adore les Basques et les Béarnais. Bon, alors Christian, bonjour Christian, merci d'être avec nous. Vous en pensez quoi, vous, Trump, dictateur ou pas finalement dans les actes? Moi, on va juste remettre les choses au clair. On est au Pays Basque. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Bon, très bien, très bien. Voilà, c'est pas un catalan, là. Il ne faut pas se tromper, là. Bon, bref. Alors, écoutez, moi, dictateur Trump, non. Je suis sur la logique de la dame qui parlait, ou la demoiselle, je ne sais pas, sur un chef d'entreprise. En fait, moi, j'ai toujours écouté ce qui se passait au niveau de Trump dans le média français, n'est-ce pas? Et il y a quelques temps, juste avant le Covid, nous sommes partis aux États-Unis, on a fait quelques villes, New York, Boston, Washington et ainsi de suite. Et moi, je suis quelqu'un qui est surtout toujours intéressé par l'habitant. Et j'ai beaucoup discuté, et à l'époque c'était encore M. Trump qui était au gouvernement, et je n'ai pas trouvé du tout le système qu'on expliquait en France. Aux États-Unis, les gens ne parlaient pas de la même façon de Trump que nous, Français, en parlaient. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais des gens qui étaient contents, qui me disaient qu'ils avaient relancé l'économie, que c'était un mec ou un maximum de pourcentage de gens que j'ai rencontrés, en tout cas, ont été très, très contents d'investiture de ce gars-là. Donc, en fait, quand moi, j'écoute en France, c'est ce que me disent les Américains, parce que quand c'était encore Macron, ils croyaient que c'était encore Sarkozy, pour vous imaginer comme quoi ils s'occupent bien de la franchise. Oui, c'est vrai. D'une manière générale, ils n'ont pas trop une vision précise d'une manière générale de l'Europe. Ouais, bon, exactement. Et moi, alors en fait, je me suis dit, on m'a trompé. On vous a trompé. On a entendu le jeu de mots. Oui. Quand même, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'avais cette idée bien, vous voyez, comme quoi le média, ça nous rentre bien dans la tête. Et quand j'ai été discuté, je suis un peu tombé sur mon derrière en disant, oui, mais effectivement, il y a quand même des choses qu'on m'a dit. Bon, je ne peux plus vous dire exactement. Et quand j'entends l'histoire aujourd'hui de Trump avec l'FBI et machin, c'est américain, c'est le cinéma, c'est le mec qu'on veut faire tomber, c'est le mec qui va repasser de toute façon quoi qu'il arrive, et j'en suis moi persuadé, avec l'idée que j'en ai eue quand je suis allé aux États-Unis, n'est-ce pas? Car j'ai eu une idée différente. Alors évidemment, il a quand même perdu les dernières élections et c'est Joe Biden qui s'est imposé, Christian. Quand on voit Joe Biden, excusez-moi, le mec, il serait bien au musée Grévin, je trouve, d'ailleurs. C'est pas très gentil. Moi qui ai fait tout à l'heure... Pour moi, le mec, il fait rien. Donc bon, si, à part... Moi qui ai fait tout à l'heure un plaidoyer pour les seniors, vous me faites tomber ma chute. Non, mais en tout cas, Christian, on a bien compris. C'est très important ce que dit Christian. C'est-à-dire que tout à l'heure, Ala dit, c'est avant tout un chef d'entreprise. Christian dit, attention, c'est aux États-Unis et dans un contexte. Et c'est vrai que peut-être, nous, notre perception est totalement différente, eu égard à notre culture et notamment ce qu'on perçoit du rôle de chef d'entreprise. Peut-être vous n'avez pas encore réagi. Oui. Excusez-moi, alors, je vais dire Philippe Charles. Allez, je vais me positionner. Moi qui suis plutôt d'obédience libérale, du point de vue économique, j'avais trouvé que le début du mandat de Trump allait dans un certain sens, dans le bon sens, sur certaines mesures qu'il avait fait au niveau de la réduction des impôts, etc. Alors je vais dire que je n'avais pas une admiration particulière pour lui, mais je n'avais pas non plus une antipathie profonde. Par contre, ce qui s'est passé en janvier 2020, si je me souviens bien, le 6 janvier 2020, montre en effet que Trump n'est pas un démocrate. Je suis désolé, mais à partir du moment, l'assaut du Capitole, à partir du moment où on est démocrate,
la première chose à faire, c'est d'accepter sa défaite. Et je fais d'ailleurs un rapprochement avec ce qui s'était passé en France en 2017, lors de la première élection de Macron, où Mélenchon a refusé de reconnaître l'élection au premier tour, le passage de Macron, pendant plusieurs heures, alors que tous ses adversaires s'étaient eux prononcés. Et donc je dois dire, France Insoumise n'a jamais attaqué qui que ce soit non plus. Oui. Non, la question n'est pas là, mais ce que je veux dire, il y a quand même de ce côté-là une démarche qui, avec un certain nombre de rapprochements. Voilà. Donc je trouve que quelqu'un qui manifestement a refusé sa défaite et a essayé, on va le dire, de faire un coup d'État, parce que le but était là et il était bien en dessous, n'a plus sa place pour moi à l'élection présidentielle future. Dans un instant, je vous donne la parole, Olivier d'Artigol, c'est promis, parce que vous l'avez demandé depuis un petit bout de temps, mais j'aimerais repasser par Steven Ekovitch, qui est notre grand observateur, et peut-être une réaction sur ce que vous venez d'écouter de la vision à la française aussi, parce qu'il y a ce décalage, vous le sentez bien. Ah, bien évidemment, chaque pays a sa culture politique, et c'est toujours risqué de plaquer une grille d'analyse de son propre système à un autre. Et oui, de l'extérieur, le système américain est très compliqué parce que c'est un système fédéral. En fait, il y a 50 élections présidentielles aux États-Unis. Chaque État mène une élection présidentielle pour attribuer les grands électeurs. Donc, c'était pas ce biais-là que cette élection était assez serrée sur le plan de grands électeurs. Mais quand même, Joe Biden a gagné par 8 millions de voix des citoyens américains sur tout le territoire. Hillary Clinton a gagné par 3 millions de voix sur tout le territoire. Notre système d'élection présidentielle commence à être perçu comme vétuste, une relique du XVIIIe siècle. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours lisible, finalement. Voilà, et puis le fait qu'il n'y ait que deux partis, avec au sein de ces deux partis quand même des courants qui semblent assez différents. On repasse par Olivier d'Artigol. Olivier. Oui, c'est par rapport à ce qui a été dit. Il est certain, par rapport au témoignage de la personne, de l'auditeur d'Anglette, il est certain que le trumpisme a des bases sociologiques et électorales encore puissantes aux États-Unis. Le départ de la défaite de Trump n'a pas, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, asséché ces ressources-là. Des bases très populaires. Des bases populaires, des bases dans un ancrage dans un très grand nombre d'États. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le trumpisme peut survivre à Trump ? C'est-à-dire que est-ce que ce personnage, quand même, très contestable dans son rapport aux institutions, même à la démocratie, est-ce qu'il y aura dans les semaines et les mois qui viennent, dans la compétition électorale dans le camp républicain, est-ce qu'il y aura des personnes pouvant faire, j'ai envie de dire, une OPA sur ce potentiel électoral et sociologique, donnant à voir qu'il peut y avoir un après-Trump. C'est, je crois, ce qui commence à se dessiner, parce qu'il y a dans son comportement beaucoup de choses qui, aujourd'hui, font qu'on ne peut pas être un dirigeant d'une telle puissance avec de tels comportements, être toujours emporté par l'hubris, par son tempérament, par ses traits de caractère. Comme Mélenchon. Ça, je vous laisse là. Alors, il faut le savoir, chers auditeurs de Sud Radio, chaque soir, pour chaque vraie voix, à chaque réponse de questions que nous posons, et pour elle, ces vraies voix, l'occasion de toujours envoyer un petit message. Donc là, c'était spécial pour... Ah non, mais là, vraiment, j'écoutais Olivier d'Artigol et je disais, mais... Sur l'hubris ? Oui, et emporté par la fougue. Qui commence et qui danse comme une folle farandole. Aussi, alors, on a certains souvenirs en France aussi. Absolument, mais c'est vraiment ça. Je suis persécuté, on s'acharne sur ma personne, je suis la République. Vous ne parlez pas du même, mais c'est le même. C'est le même. Donc, pour conclure, parce que quand même Olivier d'Artigol a posé une question sur l'avenir proche, Steven Ekovitch va donc répondre. J'en profite pour vous dire
dire que les auditeurs, vous dites donc non, il n'a pas gouverné en dictateur à 89%. Alors pour conclure, donc, Steven Ekovitch, allons-nous... Je peux lui dire un truc à monsieur Ekovitch, s'il vous plaît? Oui. Bien sûr. Professeur, bien sûr. je voulais profiter juste de votre intervention pour vous demander également si vous pensez que cette perquisition aura un impact sur peut-être les midterms qui arrivent et si vous pouvez nous dire ce que vous pensez d'ailleurs du résultat de ces élections qui arrivent pour conclure. Et si vous pouvez le faire en 30 secondes, ça nous arrange. Nous vous écoutons. En 30 secondes, c'est très, très, très difficile. Mais ce que je peux dire, c'est un autre témoignage de le fait que le système se tient. Les critères pour obtenir un mandat de perquisition sont très stricts. Hein. Le ministère de la Justice, bien qu'une agence de pouvoir exécutif, est indépendant. Même le président Biden a appris les nouvelles de cette perquisition par les médias. Et deuxièmement, le département de justice, qui est un département exécutif, a besoin d'une autorisation d'un juge à l'autre branche du gouvernement. Et surtout parce que c'est un côté fortement politique, vous pouvez imaginer que le ministre de la Justice était très, très soigné avant d'autoriser une telle perquisition. Ça, c'est le côté formel pour montrer donc que ce n'est pas un hasard. Tiennent. Mais on peut avoir, je l'avais déjà évoqué, il y a des candidats trumpistes qui veulent continuer en trumpisme, c'est-à-dire une certaine politique de droite et d'extrême droite, mais pas avec tout à fait avec le même système, avec la même façon de spectacle politique à gouverner. Parce que c'était sa marque de fabrique. Merci beaucoup Steven Ekovitch. Voilà. Merci beaucoup, historien et politologue à l'American University of Paris. Voilà, avec l'accent. Dans un instant, ne rigolez pas parce que c'est moi qui rigole, les vraies voix. C'est le grand jeu de l'info, le roi de l'info, vous allez être sollicité.